Chers amis, je m'appelle Ousmane Ndour, étudiant de l'université de Sousse. Je fais comme spécialité électronique, électrotechnique et automatique. Je voulais vous présenter le schéma de commande d'un robot suiveur de ligne. Quand je parle d'un robot suiveur de ligne, je fais allusion à une voiture intelligente, capable de suivre une ligne et capable aussi de détecter des obstacles qui se trouvent sur son chemin et de les contourner. Donc j'ai réalisé un schéma de commande de robot suiveur de ligne. Donc je vais vous présenter le schéma que j'ai réalisé sur le logiciel Proteus Isis professionnel. Voici le logiciel Proteus Isis professionnel. Puisque j'ai déjà réalisé le schéma de commande pour gagner du temps, donc je vais directement vous présenter les différents composants que j'ai utilisés pour la réalisation du schéma de commande du robot. Voici le schéma de commande du robot. Il est constitué de plusieurs composants. Donc je vais vous présenter chaque composant et vous expliquer chacune de ces composants, son rôle dans le schéma de la carte de commande. Donc en premier, je vais commencer par le PIC, qui est l'élément clé de la carte de commande. Donc le PIC 16F877 est un microcontrôleur de la famille microchip. Un microcontrôleur n'est rien d'autre qu'un composant qui contient à l'intérieur un microprocesseur et une mémoire. Donc ce qui différencie un microcontrôleur à un microprocesseur, c'est sa mémoire interne qui lui permet de stocker un programme et d'exécuter les instructions que lui impose ce programme. Donc au niveau de dans notre microcontrôleur, on a un circuit intégré qui est un microprocesseur. On a aussi une mémoire ROM, une mémoire RAM et aussi une mémoire opérom. C'est grâce à sa mémoire opérom qu'on peut effacer un programme déjà enregistré dans le PIC. Donc c'est-à-dire, si on enregistre un programme dans le PIC et ce programme ne nous convient plus, donc on peut le changer. Comment? On peut changer ce programme en chargeant un autre programme dans le PIC. C'est-à-dire, le deuxième programme chargé dans le PIC va effacer le premier programme qui était dans le PIC. C'est-à-dire qu'il est effaçable électriquement. C'est grâce à sa mémoire opérom que tout ça est possible. Ici, près du PIC, j'ai un oscillateur. Donc c'est l'oscillateur externe du PIC. Donc c'est grâce à cet oscillateur externe que le PIC oscille dans une fréquence bien déterminée de 20 MHz. Donc ce petit schéma d'oscillateur est composé de capacité et de quartz, le cristal, qui est un composant très important et très utilisé pour les oscillateurs. Ici j'ai le bouton poussoir, c'est le bouton de commande, le bouton qui commande tout le fonctionnement du robot. Donc si ce bouton est actif, le robot fonctionne. Donc s'il est inactif, le robot est au repos. Ici j'ai le capteur de température, le LM35, qui est un capteur de température très utilisé et très efficace aussi pour capter la température ambiante du milieu. Donc c'est grâce à ce capteur de température que le schéma de commande capte la température ambiante du milieu. Et cette température, qui est une valeur analogique, est convertie grâce au PIC 16F877 pour être affiché ici au niveau de la sur SCD.
Donc ici, on a l'afficheur LCD qui permet d'afficher tout le fonctionnement du robot, tout l'état de fonctionnement du robot. Quand le robot est en fonctionnement normal ou bien quand le robot détecte un obstacle. Il permet aussi d'afficher la température captée par le LM35. Près du LCD, on a un potentiomètre qui nous permet de varier la luminosité du LCD. Ici, j'ai les LED témoins. Les LED témoins aussi, presque, ils jouent le même rôle presque que l'LCD. Parce que si ce sont ces LED témoins qui nous permettent de savoir le robot est à quel mode de fonctionnement. C'est-à-dire, quand la LED green, c'est-à-dire la LED vert s'allume, le robot est en fonctionnement normal. Quand la LED rouge s'allume, le robot a détecté un obstacle. C'est-à-dire qu'au niveau de LCD, il va afficher obstacle détecté. De même que si le vert s'allume, au niveau de LCD, il va afficher l'état du robot normal. Ici, j'ai un circuit intégré, le ULM2003A. Le ULM2003A est un circuit intégré très efficace. Je l'ai utilisé ici pour commander les deux relais, qui permet en revanche de faire fonctionner le moteur dans deux sens différents. Donc ce composant ULM2003A est un bloc de pont HR, c'est-à-dire il est constitué de transistors, de diodes et de résistances extra. Donc c'est grâce à ce ULM2003A que les deux relais là sont commandés, c'est-à-dire qu'ils sont excités ou désexcités. C'est grâce à ces deux relais là que le moteur avant et arrière du robot fonctionne, c'est-à-dire que les deux relais là commandent le moteur dans deux sens différents. Ici j'ai un autre pont HR qui permet de commander le moteur du volant. Puisque le pont HR là et le ULM2003A, ils jouent le même rôle, presque ils jouent le même rôle, parce que le ULM2003A est constitué de plusieurs ponts HR à l'intérieur. Or ici j'ai utilisé un pont HR externe pour pouvoir commander le moteur du volant. Puisque je ne veux pas que le moteur du volant roule à la même vitesse que le moteur avant et arrière du véhicule, donc j'ai utilisé un pont HR externe qui fait tourner le volant à une vitesse inférieure à la vitesse que fait tourner le ULM33 pour le moteur avant et arrière du véhicule. Là, c'est un petit schéma de reset. Quand on parle de reset, on fait allusion à une remise à zéro. C'est-à-dire il permet de remettre à zéro le pic. Il est relié à M-Clear, c'est-à-dire la pin qui permet de remettre à zéro un pic. Donc, ce schéma est constitué de diodes, de résistance, de capacité et de boutons poussoirs. Donc, il permet de pouvoir remettre à zéro le pic. Ici, au niveau des relais, j'ai utilisé deux diodes. Ces deux diodes-là jouent un rôle très important dans ce montage, parce que ce sont ces deux diodes qui permettent de bloquer s'il y a naissance d'un courant induit. Puisque nous tous, nous savons que quand un relais est excité, plusieurs phénomènes, il peut créer plusieurs phénomènes, car le relais n'est rien d'autre qu'un ensemble de bobines, c'est-à-dire un enroulement des spires. Et quand un enroulement des spires est excité, c'est-à-dire qu'il est alimenté, puisque ce sont des bobines, il peut avoir création d'un flux magnétique. Et la création d'un flux magnétique peut aussi causer la naissance d'une force contre-électromotrice. Donc courant induit, il s'oppose toujours à la cause qui lui donne naissance grâce à la loi de Faraday. Donc s'il y a création d'un courant induit, ce sont ces deux diodes là qui vont bloquer le courant induit pour ne pas nuire le fonctionnement du moteur avant et arrière. Donc pour éviter certains problèmes, j'ai utilisé ces deux diodes qui vont bloquer à chaque instant où il y a une force contre-électromotrice, il va être bloqué par ces diodes là, monté en inverse. Ici, j'ai utilisé le LM35 pour capter la température ambiante du milieu. Et cette température ambiante du milieu captée par le LM35 doit être visualisée au niveau de l'afficheur LCD grâce au pic, qui va convertir cette valeur analogique en valeur numérique pour l'afficher au niveau du LCD. Ici, j'ai utilisé des capteurs LDR. J'ai 6 capteurs LDR, c'est-à-dire que des résistances qui dépendent de la lumière. Pendant la nuit,
En absence de lumière, sa résistance tend vers l'infini, il empêche le courant de passer. En présence de lumière, sa résistance tend vers 0, il laisse passer le courant. Puisque nous tous nous savons que le courant et la résistance sont proportionnels. Quand la résistance tend vers l'infini, le courant tend vers 0. Quand le courant tend vers l'infini, la résistance tend vers 0. Donc ils sont proportionnels. Donc ici j'ai utilisé les LDR. Les 4 LDR là, je les ai utilisés pour capter la présence d'un obstacle. C'est-à-dire que celui-là, c'est pour capter un obstacle, c'est-à-dire que c'est pour capter en avant, l'autre capte arrière, celui-là capte capteur latéral droit, l'autre capteur latéral gauche. Donc ce sont ces 4 capteurs qui permettent à la voiture de pouvoir capter s'il y a obstacle ou pas, de pouvoir détecter les obstacles. Si ce capteur avant est actif et que ce capteur de derrière est inactif, arrière est inactif, la voiture fait un petit marche arrière. Puis si les capteurs latéraux ne sont pas actifs, il effectue un contournement pour contourner l'obstacle et après retrouver son chemin et suivre le chemin. Donc si le capteur avant est actif et le capteur arrière est actif, la voiture doit s'arrêter immédiatement. Et si le capteur avant est actif et le capteur arrière est inactif et que les 2 capteurs latéraux sont actifs, le contournement est impossible, il n'aura pas lieu. Mais si ce capteur est actif et que le capteur arrière est inactif et les capteurs latéraux sont inactifs, là un contournement peut avoir lieu. Ces 2 capteurs là, LDR, capteur ligne droite et capteur ligne gauche, sont 2 capteurs que j'ai utilisés pour capter la ligne. Parce que pour que le robot puisse suivre correctement la ligne, il a besoin des capteurs qui lui permettent de capter la ligne à suivre. Donc c'est grâce à ça que j'ai utilisé ces 2 capteurs. Donc c'est grâce à ces 2 capteurs que le robot suit la ligne. Donc si ces 2 capteurs sont actifs, le volant ne tourne pas. Et c'est seulement le moteur avant et arrière du véhicule qui fonctionne. Donc la voiture fonctionne en marche avant et suit la ligne correctement grâce à ces 2 capteurs qui sont actifs. Si l'une de ces capteurs déborde la ligne, ça veut dire que devient inactif. Le volant va tourner dans un sens opposé pour le ramener à la ligne. S'il retrouve la ligne, le volant s'arrête de fonctionner. De même que l'autre. S'il déborde la ligne, le volant le ramène en contournant de l'autre sens. Et s'il retrouve la ligne, le volant s'arrête de fonctionner. Donc, chers amis, voici en bref les différents composants que j'ai utilisés pour la réalisation du schéma de commande de la carte de mon robot. Donc, pour faire fonctionner ce schéma de commande de la carte du robot, on a besoin d'un programme bien précis pour pouvoir faire fonctionner tous les capteurs, la fissure LCD, les capteurs de température, pouvoir faire fonctionner les moteurs dans les sens avant-arrière, pouvoir visualiser l'état des LED à chaque fois, de pouvoir remettre en 0 au pic. Donc pour faire fonctionner tous ces composants-là, on a besoin d'un programme bien déterminé. Donc, puisque j'ai déjà réalisé le programme, grâce au logiciel Pixel Compiler, qui est un logiciel qui se programme en langage C, j'ai déjà réalisé le programme, un très long programme même qui m'a pris beaucoup de temps. Donc pour gagner du temps, pour ne pas revenir à expliquer encore tous les détails qui sont dans le programme, qui va nous prendre énormément de temps, donc je vous invite directement à suivre la simulation. C'est-à-dire que si on fait la simulation, si on charge le programme sur le microcontrôleur, comment ça va fonctionner. Donc là, on peut charger directement le programme que j'ai déjà réalisé grâce au logiciel Pixel Compiler. Donc ce logiciel, voici le logiciel Pixel Compiler. Ça c'est le programme du robot, donc le programme que j'ai réalisé. Voici en bref le programme qui est un programme très long. Donc on va charger directement le programme dans le microcontrôleur. Donc pour charger le programme dans le microcontrôleur, on fait un double clic sur le microcontrôleur. Il affiche cette page. On fait un double clic
sur l'enveloppe. Il affiche directement là où on a enregistré le dossier, le programme. Je prends le dossier en hexadécimal. Le dossier, ça veut dire que fichier.exe. Je prends ce dossier. Donc, je mets le programme dans le PIC. Une fois le programme mis dans le PIC, donc on peut directement passer à la simulation. On fait la simulation pour voir, c'est-à-dire que en pratique comment ça va marcher. Donc si on veut faire la simulation sur le logiciel Proteus Isis, on vient ici en bas, on clique sur le bouton play, c'est-à-dire qu'on commence la simulation. Puisque le bouton poussoir, c'est-à-dire le bouton de commande n'est pas actif, le robot ne peut pas fonctionner pour le moment. C'est seul l'afficheur LCD qui fonctionne, qui affiche directement mon nom, Ousmane Ndour, IPS, Université de Sousse. Et il affiche en bas, au niveau de la deuxième ligne, voiture intelligente. C'est le nom que j'ai donné à mon robot. C'est une voiture intelligente. Il est très intelligent parce qu'il roule sans chauffeur. Il roule sans chauffeur, il suit une ligne, il détecte les obstacles et il essaie de les contourner sans l'aide de personne. Ça veut dire qu'il fait tout ça automatiquement grâce à un programme. Donc c'est une voiture très intelligente, donc c'est extraordinaire. Donc, si on clique sur ce bouton poussoir, là, il commence à fonctionner. Il affiche au niveau de l'afficheur LCD la température qui est captée par le LM35. Cette température, on peut le varier. Donc, à chaque fois, si cette température varie, il capte la température ambiante du milieu. Si ça varie au niveau du capteur, ça doit varier aussi au niveau de du LCD. Donc le robot fonctionne, le moteur tourne dans le sens avant, c'est-à-dire que la voiture roule dans le sens avant. Il affiche ici état normal, état du robot normal, ça veut dire que le robot est en fonctionnement normal. Comme je vous l'avais expliqué tout à l'heure, la LED vert s'allume, indiquant que le robot est en état normal. Et ici, c'est grâce à ces deux capteurs là de ligne que le robot suit la ligne. Donc si ces deux capteurs sont actifs, le robot roule normalement sur la route et le moteur du volant ne tourne pas, arrête de tourner. Donc reste intact, il ne bouge pas. Si l'une de ces capteurs déborde la ligne, le volant tourne dans un sens opposé, c'est-à-dire que c'est le capteur ligne gauche, le volant va tourner dans le sens droit, dans le côté droit, pour le ramener à la ligne. S'il retrouve la ligne, ça veut dire que s'il capte encore la ligne devient actif, le volant s'arrête et la voiture continue son trajet. Si l'autre capteur latéral droite déborde la ligne, si le capteur latéral droit déborde la ligne, le volant va tourner à gauche pour le ramener à la ligne. Donc, s'il retrouve la ligne, le volant s'arrête, il arrête de fonctionner. Donc, ce sont les capteurs là qui permettent de capter les obstacles. Donc, si le capteur avant capte un obstacle, c'est-à-dire que s'il y a obstacle, la voiture va faire un peu marche arrière pour éviter l'obstacle et contourner l'obstacle. Ça veut dire que la voiture contourne l'obstacle grâce à ces deux capteurs de ligne, capteur latéral gauche, capteur latéral droit. Ça veut dire que si ces capteurs sont inactifs, il fait le contournement. Le contournement se fait à un angle de 180 degrés, c'est-à-dire par rapport à son rayon. Puisque c'est un demi-cercle, il va calculer le contournement à partir des rayons. Ça veut dire que la distance entre le robot et l'obstacle. Donc il doit effectuer un angle de 180 pour revenir à la ligne. Puisqu'il suivait une ligne droite, il va faire un angle de 180 pour revenir à la ligne. C'est le contournement qu'il faisait tout à l'heure. Donc le contournement est déjà fait. Il a déjà contourné, il continue ce chemin. Donc, si le capteur arrière est actif, ça veut dire qu'il y a obstacle derrière la voiture. Et aussi, le capteur avant est actif, ça veut dire qu'il y a obstacle encore devant. Les deux moteurs s'arrêtent immédiatement. Donc,
le robot ne fonctionne plus parce qu'il y a deux obstacles devant et avant et l'obstacle de derrière. Donc le robot reste au repos, il ne bouge plus, le volant ne tourne pas, le moteur ne tourne, avant et arrière ne tourne pas, il reste au repos. Là il affiche au niveau de l'afficheur et c'est des obstacles détectés. Et la LED rouge s'allume de même que la LED orange. La LED rouge indique qu'il y a obstacle, la LED orange indique que l'alarme est déclenchée. Le schéma de l'alarme est réalisé dans le logiciel, mais dans un autre dossier. Donc le schéma de l'alarme est là. Voici le schéma de l'alarme. Je vais vous montrer comment l'alarme va déclencher. S'il y a obstacle, comment l'alarme va déclencher directement. J'ai déjà réalisé le schéma de l'alarme. Alarme du robot. Sirène américaine. Voici la sirène américaine. Donc s'il y a alarme, il va déclencher. Voici l'alarme. Donc s'il y a obstacle, si la LED jaune s'allume, c'est cette alarme qui va déclencher. C'est l'alarme du robot. Donc c'est la LED jaune là qui indique que l'alarme est déclenchée. Donc si il n'y a plus d'obstacle derrière, de même qu'il n'y a plus d'obstacle en avant, et que les deux capteurs là sont inactifs, il fait un contournement, il contrôle l'obstacle, il continue son trajet. Toujours le contournement de l'obstacle se fait à un angle de 180 degrés. Ça veut dire qu'il roule dans un sens, ça veut dire que vers la gauche, après il va rouler vers la droite pour revenir à la ligne. Ça veut dire que c'est le contournement de l'obstacle. Donc les deux sens de contournement du volant ont le même délai. Donc s'il finit le contournement, le robot roule dans le sens normal. Il affiche la LED vert s'allume et il affiche son état du robot normal. Donc si ce capteur est actif, si seulement le capteur gauche est actif et que la voiture détecte un obstacle, il va faire marche arrière et après contourner l'obstacle. Donc ici, pour contourner l'obstacle, il contourne l'obstacle dans un sens. Et ça veut dire que c'est le côté gauche, il contourne vers la droite. Mais s'il veut revenir au côté gauche et il y a l'obstacle au niveau du côté gauche parce qu'il est actif, il ne va pas revenir. Il va faire seulement la marche de ce côté. Il ne va pas faire le contournement de l'autre sens parce que ce capteur est actif. Donc si ce capteur, tout à l'heure il faisait ce sens de contournement. Maintenant, si ce capteur est inactif, s'il n'y a plus d'obstacle là-bas et que la voiture détecte un obstacle, il fait marche arrière. Après il fait marche arrière. Donc pour revenir, la voiture va contourner de l'autre sens parce que c'est le capteur là. Le capteur là n'est pas celui-là. Attends d'abord. Je vais reprendre ça. Si il détecte un obstacle, il doit faire marche arrière un peu. Et s'il n'y a plus l'obstacle, il doit tourner dans le sens avant. Mais puisque celui-là est actif, il va tourner de l'autre sens. Tout à l'heure, c'est celui-là qui était actif. Il tourne dans l'autre sens là. Donc, puisque c'est l'autre qui est actif, il va tourner de l'autre côté. Il va continuer de l'autre côté. Mais il ne va pas revenir après. Il va s'arrêter immédiatement parce que de l'autre côté, le capteur de là-bas est actif. Il n'a pas le droit de contourner par là-bas parce que le capteur est actif. Donc, le contournement se fait grâce à ces capteurs. Ça veut dire que s'ils sont inactifs, ils peuvent faire un contournement. Mais s'ils sont actifs, il est impossible de contourner au sens où le capteur est actif. Donc, si il devient inactif, ça veut dire que le contournement est possible. Là, c'est bon. Mais si tous les deux sont actifs, capteur arrière et capteur avant sont actifs, le robot cesse de rouler. Il s'arrête. Tous les deux moteurs s'arrêtent. Il y a obstacle.
la LED rouge s'allume, l'alarme est déclenchée. Et quand le circuit de commande fonctionne, arrivé à un moment il y a problème, on veut remettre le pic. Ça veut dire que l'ensemble du circuit de commande, du schéma de commande à l'état initial, on appuie simplement sur ce bouton. C'est-à-dire si on laisse tous les capteurs, ils fonctionnent. Ça veut dire que tout redevient normal. Tous les capteurs sont actifs. Tout est bon. Si on clique sur ce bouton, tac, tac, il efface tout, il arrête tout le fonctionnement du moteur. C'est-à-dire qu'on double-clique, remet à zéro le fonctionnement. Il remet tout le fonctionnement à zéro. Donc c'est un reset qui nous permet de remettre à zéro le fonctionnement de la carte de commande. Ce potentiomètre nous permet de diminuer ou bien d'augmenter la luminosité du pic. C'est grâce au potentiomètre là qu'on peut varier la luminosité du pic. Donc, chers amis, voici en bref la simulation de la carte de commande de mon robot. Donc, je vais vous montrer comment réaliser le typon. C'est-à-dire que le typon que j'ai réalisé, la carte en tant que telle que j'ai réalisé pour le robot. Parce que c'est grâce à cette carte que je vais pouvoir mettre les composants et les souder. Donc, cette carte se réalise à partir de là. C'est un logiciel, notre logiciel qui s'appelle Ares, qui est intégré dans le logiciel Isis professionnel. Donc, si on entre dans ce logiciel Ares, si on entre dans le logiciel Ares, le logiciel s'affiche. Puisque j'ai déjà réalisé le typon, je peux aller directement chercher le typon là où je l'ai enregistré. Voici le typon que j'ai réalisé. Là c'est Ousmane Ndour, robot suiveur, IPS de source. Ça c'est ma filière, c'est-à-dire que l'électronique, l'électrotechnique et automatique, l'année universitaire 2013-2014. Là, c'est les différents composants que j'ai utilisés au niveau de la carte. Là, il y a le PIC 16F877. Là, c'est le IRM 2003A. Là, ce sont des transistors qui permettent de faire fonctionner le pont à chaud, c'est-à-dire que faire fonctionner le moteur avant et arrière. Ça, ce sont les deux relais qui permettent de commander le moteur avant et arrière. Ça, ce sont les connecteurs pour les LED. Ici, on a les connecteurs, le power, le bouton d'alimentation générale. On a le bouton qui nous permet de remettre à zéro le pic. On a ici l'alimentation plus 5 volts pour toute l'alimentation de 5 volts des robots. Ici, on a ici une alimentation de 12 volts pour alimenter les moteurs, les deux moteurs, moteur avant et arrière, moteur du volant du robot. Voici les résistances qui permettent de régulariser le courant dans le circuit. Voici aussi les diodes qui sont reliés avec les transistors pour former le pont Asher. Donc tout ça sont des résistances pour stabiliser la valeur du courant dans le circuit. Là ce sont des capteurs, capteur ligne droite, capteur ligne gauche, capteur arrière, capteur ligne droite, capteur ligne gauche, capteur arrière, capteur avant. Donc ici c'est le potentiomètre, le connecteur pour le potentiomètre pour varier la luminosité du LCD. Ici c'est les connecteurs, c'est-à-dire les cils, là où on doit brancher la ficelle LCD. Donc si on fait la visualisation en 3 dimensions, donc ça va donner ça. Visualisation en 3 dimensions, ça va donner en grosso modo ça. Donc le nom que j'avais écrit est affiché au niveau de la plaque. Ça veut dire que Ousmane Ndour, robot suiveur, IPS de source, LAE-A2, année universitaire 2013-2014. Donc voici tous les composants qu'on doit. Voici en réalité la carte qu'on doit avoir. Une fois si on réalise ça, c'est ce qu'on doit avoir. Voici les résistances pour protéger le circuit. Voici les capteurs de présence et de ligne. Voici le quartz et les deux capacités qui permettent
de faire osciller le pic à une fréquence de 20 MHz. Donc c'est l'oscillateur externe du pic. Voici le ULN2003A qui commande ces deux relais, qui permet de faire fonctionner le moteur avant et arrière. Voici les transistors et les diodes qui constituent le pont hacheur qui permet de faire fonctionner le moteur du volant. Voici les boutons, les connecteurs pour l'alimentation de plus 5, de plus 12 et le power, le bouton de commande du robot et aussi le bouton de remise à zéro. Voici les cils, ça veut dire que le connecteur où on va connecter la ficelle LCD. Ici c'est le potentiomètre pour varier la luminosité du pic. Donc ici c'est le power, bouton pour remettre à zéro. Ça c'est l'alimentation plus 5 volts pour alimenter tous les plus 5 volts du circuit. Là c'est pour le moteur du volant. Donc à droite et gauche, ça veut dire que le moteur du volant sera connecté ici. L'autre c'est pour le moteur avant et arrière, pour des relais. L'alimentation de 12 volts c'est pour alimenter les relais et les moteurs. Pour alimenter les relais et les moteurs. Donc ça c'est la capacité de remise à zéro. La capacité, la résistance et la diode et le bouton poussoir qui constitue le reset. Donc voici en grosso modo la réalisation de la carte en tant que telle. Donc c'est grâce au logiciel ARES qui est intégré dans le logiciel Proteus Isis qui nous permet de réaliser ça. Donc si un jour on veut imprimer ça, on voulait imprimer ça pour amener ça c'est le constructeur, ça dit que celui qui réalise les cartes, on va cliquer directement seulement ici, imprint, ça veut dire qu'on imprime, il va afficher ça, ça veut dire que on peut l'imprimer en couleur ou bien en monocouleur, black paper, on peut le mettre dans plusieurs façons. Donc on peut mettre black paper, on peut aussi changer beaucoup de choses concernant ça. Donc ça si on imprime ça, on aura ça. Donc on peut le nommer robot. On le met au niveau du projet. Donc si on enregistre ici, voici ce qu'on aura. Donc si on passe ici le dossier qu'on a enregistré tout à l'heure, on va nous donner ça, voici le robot. Donc si on l'imprime, c'est ça qu'on aura. Donc la carte va être de cette façon. Donc ça c'est la carte en partie composant. La partie composant est partie soudée. Ça c'est la partie composant. Donc voici tous les composants, les noms, tous les noms des composants. Si on va avoir la partie envisageation 3 dimensions, la partie soudure est là. Donc voici tous les lignes. Donc à partir de la fonction, l'autre partie de derrière c'est la partie, cette partie composant. Donc voici en bref ce que j'ai réalisé. Donc dans un futur proche, je vais réaliser ça pratiquement. Ça veut dire que je vais réaliser la carte, je vais acheter tous les composants et les placer au niveau de la carte, les souder et acheter tous les moteurs et une petite voiture pour pouvoir montrer en réalité comment la voiture va fonctionner. Donc
Si une fois je réalise tout ça, je vais faire une vidéo qui sera publiée sur le groupe électronique ou bien même sur mon compte Facebook. Donc restez toujours connectés sur le groupe électronique, de même que sur mon compte Facebook. Donc si vous n'êtes pas ami avec moi, vous pouvez chercher mon nom sur Facebook. C'est Ousmane Ndour. Si vous cliquez sur Ousmane Ndour, vous verrez ma photo directement affichée là-bas. Donc vous pouvez m'ajouter sur Facebook pour pouvoir voir en grosso modo tout ce que j'ai réalisé. Donc la vidéo sera publiée dans un futur proche. Voici aussi mon numéro. Si quelqu'un a besoin de moi, il peut m'appeler sur ce numéro aussi. Donc je vous remercie de votre attention. Donc on se dit la prochaine fois, Inch'Allah. Donc c'est grâce à Dieu qu'on effectue tout ça. Donc on ne fait que remercier Allah de tout miséricordieux. Et on demande toujours dans nos prières aussi qu'il nous donne l'intelligence et la capacité de pouvoir aller toujours en avant et de trouver toujours quelque chose de nouveau. Donc priez pour nous, nous aussi on prie pour vous. Donc Dieu est grand, Inch'Allah. Dans l'avenir, on va pouvoir développer nos capacités pour pouvoir un peu plus avancer, pour trouver quelque chose de mieux. Donc merci de votre attention, je vous remercie, à la prochaine, Inch'Allah.